Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux. Dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Rama Bentirou Matlouti, Le droit à un environnement sain en droit européen, dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, 2020. Serge Surin, Les travaux préparatoires dans l'interprétation constitutionnelle. Étude d'une stratégie interprétative du Conseil constitutionnel français, 2020. Romain Soustel, Réchauffement climatique et droit des brevets. Carcan du pollueur et turbine de l'innovation verte, 2020. Christophe Auger, Discours d'un procureur de province illustré et expliqué, 2020. Ariane Connu, La conciliation judiciaire, 2020. André Casadi, L'interprétation du droit pénal au Canada et en France. Entre la lettre et l'objectif de la loi, 2020. Xavier Cabane, Dire, Livres et manuscrits anciens. Approche juridique, 2020. Vincent Laureau, Apprendre de Bamako. Un quartier urbain autoconstruit en terre, 2020. Olivier Renaudy, Dire, Les aides économiques locales, de quel droit, 2020. ABREVI ATIONS. Introduction. Entre les frontières terrestres et les frontières maritimes, il ne paraît pas à première vue avoir de points en commun. Les premières portent sur une réalité matérielle constituée par la terre ferme, tandis que les secondes concernent l'eau des mers et des océans. Les frontières terrestres présentent en outre une réalité physique marquée par leur aspect symbolique. À l'inverse, les frontières maritimes sont dépourvues de cette charge symbolique. Ce sont ces différences que le tribunal arbitral constitué dans l'affaire des Grises-Badarna devait souligner lorsqu'il relevait que le territoire maritime correspondant à une zone d'une certaine largeur présente de nombreuses particularités qui le distinguent du territoire terrestre et des espaces maritimes plus ou moins complètement environnés de ces territoires. De ce point de vue, frontières terrestres et frontières maritimes paraissent opposées. Il convient de voir que cette opposition avait été poussée au point de considérer que l'établissement des frontières terrestres excluait tout chevauchement de souverainetés étatiques. En ce sens, la détermination des frontières terrestres ne consistait pas à statuer sur une question de chevauchement de souveraineté à propos d'un même territoire. Ainsi, ce dernier relèverait-il nécessairement de l'une des souverainetés étatiques en cause. Dans ces conditions, la résolution des différends à cet égard ne tendrait qu'à rechercher la partie qui a produit la preuve la plus convaincante d'un titre. Or, il en va autrement en ce qui concerne des frontières maritimes. En l'espèce, il s'agit, dans une zone déterminée, de chevauchement de prétentions d'États côtiers. De fait, en matière de délimitation maritime, les États côtiers dont les prétentions se chevauchent ont chacun un titre juridique dans la zone où se réalise un tel chevauchement. Dans ces conditions, la délimitation maritime consiste à réaliser des amputations sur les projections côtières des États concernés. C'est en ce sens que le professeur Veil indiquait que la délimitation maritime est condamnée à amputer le titre de chacun. L'une, la délimitation terrestre, est faite de reconnaissance, de consécration, l'autre la délimitation maritime de réduction, de sacrifice, d'amputation. Sans doute dans l'affaire de la mer du Nord,
la Cour internationale de justice a-t-elle clairement distingué la délimitation maritime de la répartition ou de la division des espaces? À cet égard, la Cour soulignait que la délimitation est une opération qui consiste à déterminer les limites d'une zone relevant déjà en principe de l'État riverain et non à définir cette zone de novo. Mais cette indication de la Cour ne tendait qu'à relever que le processus de délimitation devait s'effectuer en vertu de règles juridiques, et non pas au regard d'un principe de répartition équitable entre les États côtiers. C'est pourquoi la délimitation des frontières maritimes n'est pas une opération de répartition ou de partage de zones en cause, contrairement à ce que pourrait impliquer la constatation faite par le tribunal arbitral constitué dans l'affaire du canal de Beagle. Ce tribunal arbitral avait considéré que to draw a boundary between the maritime jurisdiction of state involve first attributing to them, or recognizing a being there, the title over the territories that generate such jurisdiction. Aussi dans l'opération de délimitation maritime, la tâche de la juridiction saisie est-elle de résoudre le problème du chevauchement des revendications en traçant une ligne de séparation entre les espaces maritimes concernés. De fait, puisque la délimitation maritime se résume en un problème de chevauchement de titres, la réponse à une telle situation ne peut être trouvée que dans la division de l'espace maritime concerné. C'est exactement ce que la Cour internationale de justice avait noté lorsqu'elle relevait que un différend sur des limites implique nécessairement l'existence d'une zone marginale litigieuse réclamée par les deux parties, et que toute délimitation n'attribuant pas entièrement cette zone à l'une des parties aboutit en pratique à la partager ou à faire comme s'il y avait partage. Cependant, une telle division ne signifie nullement que la zone en cause fera l'objet d'une répartition à parts égales entre les États riverains concernés. En réalité, il n'en est rien, car la division des espaces maritimes réalisée par la délimitation maritime ne consiste qu'à reconnaître à chaque État côtier intéressé des zones maritimes que lui attribue déjà son titre juridique. C'est dans ces conditions que la distinction entre les frontières terrestres et les frontières maritimes a pu être mise en exergue. Ainsi la Cour internationale de justice considérait-elle que une frontière maritime délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives ne doit pas être assimilée à une frontière d'État séparant des territoires. Il apparaît de la sorte que la jurisprudence internationale distingue nettement les frontières terrestres des frontières maritimes. De ce point de vue, l'observation faite par la Chambre de la Cour en l'affaire du différend frontalier paraît pertinente. Cette juridiction relevait en effet que le processus par lequel le juge détermine le tracé d'une frontière terrestre entre deux États se distingue nettement de celui par lequel il identifie les principes et règles applicables à la délimitation du plateau continental. Dès lors, encore qu'il ait été établi exactement que les frontières terrestres et les frontières maritimes tendent à se rapprocher quant à leur contenu, et qu'il existe entre elles des interférences, la question demeure de savoir si les frontières maritimes constituent de véritables frontières. À cet égard, il convient de noter que les frontières maritimes renvoient à des réalités qui intéressent diverses zones et dont les manifestations sont diverses. En effet, ces frontières concernent aussi bien la mer territoriale et la zone contiguë que le plateau continental ou la zone économique exclusive. Or, si la première est une zone de pleine souveraineté, les deux dernières constituent des zones où l'État côtier n'exerce que des droits souverains ou de juridiction. De plus, ces frontières sont susceptibles de prendre la forme, soit de plusieurs lignes tracées sur chacun de ces espaces maritimes, soit d'une ligne unique portant à la fois sur la zone économique exclusive et le plateau continental. Dans ces conditions, s'agit-il toujours de frontières? Pour éviter toute confusion quant à la notion de frontière, le tribunal arbitral constitué dans le différend entre la Guinée et la Guinée-Bissau avait retenu la distinction entre les notions de limite et de frontière. Précisément, ce tribunal arbitral avait constaté qu'en se référant à la notion de limite, la convention conclue entre la France et le Portugal n'avait pas délimité leurs frontières maritimes. Selon le tribunal arbitral, ces deux États n'ont pas entendu établir une frontière maritime générale entre leurs possessions de Guinée. Les parties ont seulement indiqué quelles îles appartiendraient au Portugal. En d'autres termes, le mot limite n'a pas le sens juridique précis de frontière mais un sens large. De fait, le tribunal arbitral soulignait qu'une limite indique jusqu'à quelle extrémité s'étend un domaine,
tandis qu'une frontière possède une fonction séparative entre deux États. Néanmoins, si les frontières terrestres se distinguent des frontières maritimes, une telle distinction ne s'explique que par la différence des éléments sur lesquels portent ces frontières. Sans doute le tribunal arbitral constitué dans le différend entre la Guinée-Bissau et le Sénégal avait-il tenté de contester une telle différence. À cet effet, le tribunal arbitral relevait qu'une frontière internationale est la ligne formée par la succession des points extrêmes du domaine de validité spatiale des normes de l'ordre juridique d'un État. La délimitation du domaine de validité spatiale de l'État peut concerner la surface terrestre, les eaux fluviales ou lacustres, la mer, le sous-sol ou l'atmosphère. D'un point de vue juridique, il n'existe aucune raison d'établir des régimes différents selon l'élément matériel où la limite est fixée. C'est une telle analyse que retiendra plus tard le tribunal arbitral constitué dans le différend entre l'Érythrée et le Yémen. Mais, l'un des arbitres composant le tribunal arbitral dans le différend entre les deux Guinées, le président Mohamed Bedjaoui, avait exactement souligné la pertinence de la différence entre frontières terrestres et frontières maritimes. En effet, dans son opinion dissidente, le président M. Bedjaoui constatait que les limites maritimes sont des frontières, mais d'une nature ou d'une catégorie différente. Elles connaissent, et doivent connaître de ce seul fait, un statut et un régime juridique que cette différence a déjà imposé pour ce qui concerne les procédures de conclusion des accords qui les créent. Il en résulte, pour cet auteur, que les règles de droit international applicables aux frontières terrestres ne sont pas toutes transposables en matière de frontières maritimes. Les différences de nature entre ces deux réalités physiques commandent le recours à des règles distinctes. Dans ces conditions, quoique les limites maritimes soient des frontières, celles-ci comportent nécessairement des différences qui permettent de les distinguer des frontières terrestres. Il est vrai que la finalité des opérations de délimitation, qu'il s'agisse des frontières terrestres ou maritimes, est toujours la même, à savoir l'établissement de frontières stables et permanentes. C'est en ce sens que la Cour internationale de justice indiquait que, qu'il s'agisse d'une frontière terrestre ou d'une limite de plateau continental, l'opération est essentiellement la même. Elle comporte le même élément inhérent de stabilité et de permanence et est soumise à la règle qui veut qu'un traité de limite ne soit pas affecté par un changement fondamental de circonstances. Néanmoins, l'identité de la finalité de l'opération de délimitation n'induit nullement une unité de règles applicables. Car chacune des catégories de frontières conserve des règles et principes spécifiques à sa délimitation. Dès lors, l'étude d'ensemble de la délimitation des frontières terrestres et maritimes permet précisément de mettre en exergue les particularités des frontières en cause. Dans cette perspective, il ne s'agit pas d'examiner les zones de souveraineté ou de juridiction induites par les limites procédant de ces frontières. L'analyse ne porte que sur l'examen des règles et principes applicables à la délimitation des dites frontières. De la même façon que l'ouvrage ne s'appesantira pas sur l'établissement de ces frontières selon la conduite ou l'accord tacite des États parties. En effet, les questions relatives à la conduite ou à l'accord tacite des parties en matière de frontières concernent essentiellement la détermination ou la définition de la frontière. Ces questions ne portent donc pas sur la délimitation stricto sensu de la frontière. Lorsque les questions de conduite ou d'accord des parties se posent en matière de délimitation, il s'agit de s'interroger, soit sur les effectivités invoquées par les parties, soit sur la question de savoir si le titre juridique en cause a changé de titulaire. La délimitation maritime présente un double caractère. D'une part, elle est marquée par la pratique des États. En ce sens, des considérations juridiques et politiques s'entremêlent pour servir de guide aux États dans leurs négociations. Ainsi, l'accord de délimitation maritime conclu entre la France et Monaco ne peut se comprendre qu'à la lumière de ces considérations politiques. Cette dimension diplomatique dans la définition des frontières maritimes se retrouve également en ce qui concerne la détermination des frontières terrestres. Celles-ci sont, le plus souvent, le résultat de négociations entre les États frontaliers. D'autre part, les juridictions internationales occupent une place importante dans la délimitation maritime. De fait, ce sont les décisions des juridictions internationales qui ont façonné la délimitation maritime. Aussi, le professeur Péveille pouvait-il parler d'un droit de la délimitation maritime. Précisément, profitant des différends qui leur étaient soumis,
les juridictions internationales ont élaboré un corps normatif applicable à la délimitation maritime. C'est cet ensemble normatif qui est utilisé par les États comme base de la négociation de leurs accords de délimitation maritime. Mais, ces normes sont venues alimenter la jurisprudence. Il s'ensuit que ce sont ces normes, essentiellement jurisprudentielles, qui gouvernent la délimitation maritime. Il est donc pertinent de relever que la délimitation maritime est régie par le droit. Il convient de souligner que si les conventions en vigueur ont pu servir de fondement aux décisions des juridictions internationales, en réalité, c'est sous l'angle du droit international général que ces juridictions ont appréhendé les questions de délimitation maritime. En effet, afin de parvenir à une application généralisée des normes contenues dans ces conventions et développer le droit de la délimitation maritime, les juridictions internationales ont considéré que ces conventions constituaient l'expression du droit international coutumier. Dès lors, la norme conventionnelle n'a eu que très peu d'effet dans la délimitation maritime au profit du droit coutumier. C'est ce renversement qui a conduit à l'édification d'un système normatif suffisamment étoffé pour qu'il puisse régir toutes les délimitations maritimes, qu'il s'agisse de la mer territoriale, du plateau continental ou de la zone économique exclusive, pour que l'on soit aujourd'hui en présence d'un droit, et non pas de droit de la délimitation maritime. La cohérence qui caractérise ainsi la délimitation maritime ne se retrouve pas dans la délimitation des frontières terrestres et fluviales. Car dans ces dernières, l'apport du juge international n'a pas eu la même densité normative que dans la délimitation des frontières maritimes. Certes, le juge international a pu ancrer dans le droit coutumier des règles applicables à la délimitation des frontières terrestres et fluviales. Mais un tel mouvement n'a concerné que quelques institutions, tel le principe de l'uti possidetis juris avec l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'arrêt rendu en l'affaire Burkina Faso-Mali. Et dans tous les autres cas, très souvent, l'intervention des juridictions internationales n'a eu pour effet que de mettre en relief des règles purement conventionnelles. Ainsi l'unité normative et méthodologique qui est la marque de la délimitation maritime, ne se retrouve-t-elle pas dans la délimitation des frontières fluviales et terrestres? Celle-ci demeure pour l'essentiel un droit conventionnel. C'est donc dans le droit conventionnel pertinent qu'il y aura lieu de rechercher les règles applicables à chaque délimitation terrestre ou fluviale. Il apparaît ainsi que même ce droit conventionnel est limité, puisqu'il ne s'agit pas d'un droit conventionnel applicable à toutes les délimitations. C'est un droit conventionnel qui ne concerne que les États dont les frontières sont à délimiter. Cette différence de solution a sa source dans l'existence de règles de droit international spécifiques à la délimitation maritime, alors même que la délimitation des frontières terrestres n'est soumise qu'à des règles issues de conventions souvent bilatérales. Sans doute les frontières terrestres présentent-elles une différence de nature avec les frontières maritimes. Toutefois, cette différence de nature n'est que très relative puisque certains éléments des frontières maritimes ont un caractère terrestre, tel est le cas du plateau continental. Certes aussi les frontières terrestres sont le lieu d'exercice d'une souveraineté, alors même que les frontières maritimes sont le champ d'application de droits de juridiction. Mais, ces droits de juridiction se traduisent par une compétence fonctionnelle qu'il appartient à l'État côtier d'exercer. Cependant, s'agissant des eaux intérieures et de la mer territoriale, leur délimitation met en œuvre la souveraineté de l'État côtier et non pas seulement des droits souverains ou de juridiction. Ainsi, n'est-il pas véritablement pertinent de soutenir que les frontières maritimes délimiteraient le cadre d'exercice des compétences fonctionnelles au même titre que les frontières terrestres sont le cadre où s'exerce la souveraineté de l'État? En réalité, dans les deux cas, l'État exerce des compétences que le droit international lui reconnaît. Néanmoins, la différence de nature entre ces frontières se traduit en l'occurrence par le principe de solution distincte. Il y a lieu par conséquent d'examiner la délimitation des frontières terrestres et fluviales, première partie, puis celle des frontières maritimes, seconde partie. Première partie, la DELIMITATIONDFRONTIERES terrestre et fluviale. Il convient d'examiner la délimitation des frontières terrestres, titre premier, avant d'étudier celle des frontières fluviales, titre second. Titre premier.
La DELIMITATION des FRONTIERES terrestres. Les frontières terrestres sont un élément commun à tous les États, alors même que les frontières fluviales et maritimes ne le sont que de façon contingente. Sans doute, les États peuvent-ils procéder à la délimitation de leurs frontières terrestres en fonction de critères qu'ils détermineront librement. Une telle frontière sera plus le résultat de négociations diplomatiques que de l'application de règles juridiques. En revanche, lorsqu'elle est appelée à délimiter une frontière terrestre ou à indiquer les règles de droit qui en permettront la délimitation, une juridiction internationale est tenue d'énoncer les règles qui gouverneront la délimitation demandée. En matière de frontières terrestres, cette délimitation tournera autour de la question des titres, chapitre 1er, et celle des effectivités, chapitre 2. Chapitre 1er, les titres juridiques. La question du titre dans la délimitation des frontières terrestres est fondamentale. C'est en effet la qualité du titre en cause qui donne lieu à la contestation, soit que ce titre fait défaut, soit qu'il est sujet à ambiguïté. La fonction du titre est en la matière double. Le titre peut servir à indiquer l'origine du droit dont se prévaut une partie. Il constitue également un moyen de preuve de l'existence d'un droit. C'est ainsi que la Cour internationale de justice soulignait que la notion de titre peut viser aussi bien tout moyen de preuve susceptible d'établir l'existence d'un droit que la source même de ce droit. Toutefois, le rôle de ce titre n'est pas identique selon la nature du différend en cause. Le différend soumis à la juridiction est susceptible de porter, soit sur l'attribution d'un territoire, soit sur le tracé de la frontière stricto sensu. Cependant, dans l'un et l'autre cas, la délimitation a pour finalité de répartir des territoires de part et d'autre d'une ligne de séparation ou d'une zone de séparation, et c'est celle-ci qui déterminera la délimitation. Autrement dit, la délimitation permettra de déterminer la consistance du territoire en cause. Dès lors, convient-il d'examiner le rôle du titre en tant que celui-ci est, soit un acte juridique international, section 1ère, soit qu'il se présente sous la forme de l'uti possidetis perçu comme étant une alternative l'acte juridique international, section 2. Section 1ère. L'acte juridique en tant que titre juridique dans la DELIMITATION de la FRONTIERE terrestre. La délimitation de la frontière terrestre vise à établir les limites d'exercice spatial des compétences des États concernés. En ce sens donc, la frontière est la ligne de séparation des souverainetés étatiques. Ce sont ces frontières qui présentent un caractère international, car elles procèdent non pas d'un acte unilatéral de l'État, mais d'un acte international. Cet acte international peut consacrer un accord convenu entre les États frontaliers. Cependant, l'acte international est également susceptible de résulter d'une décision juridictionnelle internationale. Lorsqu'elle est le résultat de la décision juridictionnelle internationale, la délimitation de la frontière repose sur un titre juridique. Et c'est ce titre juridique qu'il y a lieu d'interpréter ou d'appliquer, aux fins d'établir la frontière en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de s'interroger sur la notion de titre juridique dans la délimitation, paragraphe 1er, et d'examiner la mise en œuvre de ce titre, paragraphe 2, avant d'analyser le tracé de la ligne de frontière, paragraphe 3e. Paragraphe 1er, la notion de titre juridique. Dans l'affaire des Minquier et Echereau, la Cour internationale de justice soulignait qu'elle doit rechercher laquelle des parties a produit la preuve la plus convaincante d'un titre à l'un ou l'autre de ces groupes, ou aux deux à la fois. La Cour est d'avis que chaque partie doit apporter la preuve des titres qu'elle allègue, et des faits sur lesquels elle se fonde. Ainsi le titre à produire constitue-t-il la preuve du rattachement du territoire réclamé à l'État, qui invoque le titre en cause. Dès lors, ce titre peut être, soit un traité international, soit des documents nationaux ou étrangers. Le titre juridique est l'acte qui a procédé à la détermination de la frontière terrestre. À cet égard, il convient de souligner que les parties, en procédant à la détermination de leurs frontières, ont toute latitude pour choisir entre la délimitation de ces frontières ou simplement la définition de celles-ci. La définition des frontières implique que les parties vont simplement reporter les frontières en cause sur l'acte qui vaudra titre juridique. Il s'agit, par conséquent,
de retenir et de préciser les éléments qui contribueront à la formation ou à l'identification de la frontière entre ces parties. Toutefois, lorsque cette simple définition de la frontière n'est pas susceptible d'en permettre une identification précise et correcte, les parties peuvent recourir à une délimitation de la frontière. Dans cette situation, les parties seront conduites à identifier et à reporter sur le titre juridique de façon plus précise et plus détaillée chaque élément qui sera de nature à caractériser et à contribuer à la formation de la ligne constitutive de la frontière entre les États concernés. Ainsi, avec la délimitation, les parties vont-elles mentionner de façon concrète la ligne de séparation marquant leurs frontières. La Cour internationale de justice a exactement relevé que le choix entre le procédé de la définition de la frontière et celui de la délimitation de celle-ci poursuivait une finalité précise. Selon la Cour, les parties en cause doivent avoir une raison pour adopter cette mesure supplémentaire. La seule raison possible est qu'elles considéraient la mention de la ligne de partage des eaux comme insuffisante en elle-même, pour obtenir un résultat certain et définitif. C'est précisément pour atteindre un tel but qu'il est fait recours aux délimitations et aux tracés cartographiques. À l'inverse, l'affaire du différend frontalier Libye-Tchad montre l'exemple d'un titre juridique qui ne comporte pas la délimitation de la frontière, mais uniquement la définition de celle-ci. En effet, dans le traité de 1955 conclu entre la Libye et la France, les parties avaient déterminé leurs frontières simplement en mentionnant des actes internationaux antérieurs portant sur les frontières. Il n'y avait donc pas de référence spécifique à une quelconque délimitation des frontières. Néanmoins, la Cour devait indiquer que dans ce traité, les parties reconnaissent que les frontières sont celles qui résultent de certains actes internationaux. Le verbe reconnaître, que le traité utilise, indique qu'une obligation juridique est contractée. Reconnaître une frontière, c'est avant tout accepter cette frontière, c'est-à-dire tirer les conséquences juridiques de son existence, la respecter et renoncer à la contester pour l'avenir. Lorsque le titre juridique invoqué constitue un traité international, la question est celle de connaître son objet. En effet, un traité international peut avoir différents buts et objets. En revanche, quand l'objet et le but du traité concernent la définition ou la délimitation des frontières terrestres, sa portée est incontestablement supérieure dans l'établissement de la frontière en cause. Car dans cette dernière situation, l'intervention du juge international portera sur la détermination ou l'interprétation exacte de la frontière établie par les parties. Or, en présence d'un traité dont l'objet n'est pas directement la définition ou la délimitation des frontières des États en cause, la juridiction internationale saisie sera dans l'obligation de déterminer si la volonté des parties avait été de procéder à la définition ou à la délimitation de leurs frontières internationales. À cet effet, il convient de souligner que si le traité en cause peut être un traité en vigueur, un traité non entré en vigueur mais signé par les États est susceptible de produire des effets en matière de définition et de délimitation de frontières. C'est en ce sens que la Cour internationale de justice avait souligné que sans doute la Convention non ratifiée de 1892 n'a créé ni droit ni obligation, mais les termes de la Convention elle-même et les événements contemporains montrent qu'à cette époque la Belgique affirmait sa souveraineté sur les deux parcelles et que les Pays-Bas ne l'ignoraient pas. En tous les cas, le traité international en cause constituera un titre pertinent, sans qu'il puisse être fait une distinction entre les traités de délimitation de frontières et ceux relatifs aux contestations territoriales. En effet, une contestation portant sur la souveraineté d'un territoire aboutit nécessairement à la détermination des frontières. Car, en procédant à l'attribution du territoire à l'un des États en conflit, la juridiction internationale définit ou délimite par la même occasion les frontières entre les deux États en cause. Dans ces conditions, en matière de définition et de délimitation des frontières terrestres, la distinction entre conflit d'attribution de territoire et conflit de délimitation de territoire n'a pas de réelle incidence, puisque dans l'un et l'autre cas, la décision de l'organe juridictionnel saisi du différend aura pour effet de définir ou de délimiter les frontières de chacune des parties concernées. C'est ainsi qu'une chambre de la Cour internationale de justice notait que chaque délimitation, aussi étroite que soit la zone controversée que traverse le tracé, a pour conséquence de répartir les parcelles limitrophes de part et d'autre de ce tracé. Par ailleurs,
l'effet d'une décision judiciaire, qu'elle soit rendue dans un conflit d'attribution territoriale ou dans un conflit de délimitation, est nécessairement d'établir une frontière. Ainsi, dans les deux cas, il s'agit de clarifier une situation juridique déterminée avec effet déclaratoire à la date du titre juridique retenu par l'organe juridictionnel. En revanche, cette distinction retrouve toute sa pertinence en ce qui concerne la mise en œuvre du titre juridique. En effet, quand il s'agit de statuer sur la situation générale d'un territoire déterminé, c'est au regard des effectivités, c'est-à-dire de la situation de fait, que le différend sera résolu. Il ne s'agit en cela, rien moins que de l'application du principe quieta non mover qui avait conduit Max Huber à indiquer que l'exercice continu et pacifique de la souveraineté territoriale vaut titre. À l'inverse, lorsque sont en cause des conflits de délimitation, c'est-à-dire dans la situation où il s'agira de choisir entre deux tracés de la ligne de division, c'est l'interprétation d'un titre qu'il conviendra de mettre en œuvre. Autrement dit, les considérations tenant au titre juridique jouent un rôle prépondérant en matière de conflits de délimitation, puisqu'elles conduisent l'organe juridictionnel compétent à se déterminer sur les prescriptions contenues dans le titre invoqué. Lorsque le traité international est retenu en tant que titre juridique dans la définition et la délimitation de la frontière terrestre, cela implique que les dispositions de l'acte ont été convenues entre les parties, de sorte que de telles dispositions sont connues de toutes les parties concernées. Ce n'est qu'à cette condition que ce titre est susceptible de produire ses effets, donc d'être utilement invoqué en qualité de titre juridique dans le cadre des opérations de définition ou de délimitation de la frontière terrestre. Mais le titre juridique peut procéder également de sources qui ne sont pas des traités internationaux. C'est ainsi qu'en l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali, les titres invoqués par les parties provenaient de documents émanant de l'autorité administrative française. Il s'agissait de textes réglementaires remontant à l'époque de l'administration française. Ce sont donc des textes qui ne procédaient nullement de l'une ou de l'autre partie au conflit. De fait, dès lors que ces textes réglementaires de l'administration française avaient eu pour effet d'attribuer des territoires à chacune des parties, ils pouvaient constituer des titres. Mais, le titre de ces deux parties résultait également de la succession d'États réalisée au moment de leur accession à l'indépendance. Ces deux aspects de la notion de titre ont été mis en relief par la Chambre de la Cour constituée dans le différend ayant opposé El Salvador et le Honduras. À cet égard, la Chambre soulignait que, en un sens, le titre d'El Salvador ou du Honduras en ce qui concerne les zones en litige, au sens de source de leurs droits sur le plan international, est, comme les deux parties le reconnaissent, celui de la succession des deux États à la couronne espagnole pour ce qui est des territoires coloniaux de celle-ci, l'étendue de territoire dont chaque État a hérité étant déterminée par l'Uti Possidetis Juris de 1821. Deuxièmement, dans la mesure où chacun des deux États a hérité d'un territoire de telle ou telle subdivision de l'administration coloniale, un titre peut être fourni, par exemple, par un décret royal espagnol attribuant certaines zones à l'une de ces subdivisions. Il apparaît ainsi que la notion de titre juridique dans la définition ou dans la délimitation de la frontière terrestre renvoie au droit que détient une partie sur une zone territoriale déterminée. Il s'agit d'un droit établi, et non pas d'une prétention ou d'une expectative. Dès lors, le droit d'une partie sur la zone territoriale contestée existe. En ce sens, le titre juridique traduit le droit d'une partie sur la zone objet du différend. Ce droit ne résulte nullement de toute occupation ou de toute possession de la zone en contestation. C'est exclusivement du titre allégué que procède ce droit. Autrement dit, c'est le titre qui confère et consacre le droit d'une partie sur le territoire qui forme l'objet du différend. Ainsi a-t-il été soutenu à juste raison, que le titre vise non pas une revendication en train de prendre forme, mais un droit clairement établi ou le droit qui est dans l'absolu ou relativement le plus valable sur un objet qui peut être contesté. Ces indications montrent que la notion de titre ne se rapporte qu'à des documents précis, ou à des actes juridiques déterminés. La caractéristique principale de ces documents ou de ces actes est de déterminer directement l'attribution de territoire au profit de l'une des parties en cause. C'est précisément parce qu'une telle attribution de territoire est réalisée dans l'acte ou dans le document que celui-ci constitue un titre.
Aussi la question va-t-elle se poser à propos des titres historiques. Par cette notion, le droit international entend des droits qui sont allégués en se fondant sur une consécration par le temps. En ce sens que le droit dont se prévaut une partie proviendrait de l'exercice continu dans le temps d'actes, de telle sorte qu'il en résulterait un acquiescement, une possession, voire une prescription. Ainsi, dans les titres historiques, le temps est-il le facteur essentiel à la consécration de droits, dès lors qu'il consolide des actes exécutés de façon continue. Mais il apparaît clairement que ces titres historiques ne constituent pas de réels titres juridiques. En effet, il s'agit d'actes accomplis sur une zone territoriale qui est l'objet du différend. La continuité dans la réalisation de tels actes n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de titre juridique. Ces actes ne constituent que des effectivités lorsqu'ils sont accomplis à titre de souverain. Le titre juridique est ainsi essentiel dans la délimitation des frontières terrestres. C'est le titre juridique qui constituera la première étape dans la détermination de la frontière terrestre en cause. L'examen du titre juridique est l'opération que réalisera, en priorité, l'organe juridictionnel. Cet examen sera effectué au moyen de l'interprétation juridictionnelle du titre. Paragraphe DEUXIEME. La mise en œuvre du titre juridique. Dès lors que les parties au différend se prévalent de titres juridiques pour fonder leurs prétentions en faveur d'un tracé déterminé de la ligne de frontière, il incombe à la juridiction saisie de procéder à l'application de chacun des titres en cause. Il convient d'observer que cette mise en œuvre des titres juridiques est susceptible de révéler plusieurs situations. À l'occasion de l'examen de ces titres, le juge international pourra constater que les titres juridiques invoqués couvrent l'intégralité de la frontière contestée. Dans ce cas, l'application et la mise en œuvre des titres juridiques aboutiront à la détermination de la frontière litigieuse. Mais cet examen peut également mettre en relief le fait que les titres juridiques en cause ne portent pas sur toute l'étendue de la frontière et que, en définitive, il existerait une portion de la frontière qui n'entre pas dans le cadre des dispositions des titres juridiques invoqués. Dans cette dernière situation, il appartiendra à la juridiction internationale de délimiter la frontière entre les parties, et dans une telle délimitation, les effectivités auront un rôle important. Il s'ensuit que la mise en œuvre du titre juridique revient à en assurer l'application, A. Mais la mise en œuvre du titre juridique est également susceptible de donner lieu, soit à son interprétation, B, soit à l'application du droit intertemporel, C. A. Une stricte application du titre juridique. Il apparaît de la sorte que la mise en œuvre du titre juridique, qui consiste en réalité à appliquer celui-ci, se traduit principalement par l'examen et l'analyse du titre en cause ainsi qu'à l'appréciation des faits accomplis par les parties au regard des dispositions du titre. À cet effet, il ne s'agit pas encore de recourir aux règles normales d'interprétation des traités. Cette démarche apparaît explicitement en l'affaire du temple de Preah Vihear. En effet, pour attribuer au Cambodge le temple de Preah Vihear au détriment de la Thaïlande, la Cour s'était bornée à constater que les deux parties avaient conclu un traité de frontières et mis en place des commissions de délimitation. De fait, les travaux de ces commissions avaient conduit à la détermination des frontières et surtout, il en était résulté des cartes acceptées par la Thaïlande. Dès lors, cet État ne pouvait se prévaloir d'une quelque erreur. Or, cette solution avait été acquise sans que la Cour ne procède à l'application des règles et méthodes relatives à l'interprétation, et elle était fondée exclusivement sur l'examen du titre juridique en cause, ainsi que sur les faits imputés aux parties. À cet égard, la Cour était parvenue à la conclusion suivant laquelle la carte, qu'elle soit exacte ou non à tous égards par rapport à la ligne de partage des eaux, a été acceptée par les parties en 1908 et par la suite comme constituant le résultat de l'interprétation que les deux gouvernements donnaient de la délimitation prescrite par la Convention elle-même. Au demeurant, la Cour indiquera elle-même clairement que même si elle devait recourir à l'interprétation du titre, la solution serait la même. À ce propos, elle soulignera les motifs qui lui permettaient de retenir une telle conclusion. Parmi ces motifs, la Cour relèvera que, lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d'arrêter une solution stable et définitive.
Cela est impossible si le tracé ainsi établi peut être remis en question à tout moment, sur la base d'une procédure constamment ouverte, et si la rectification peut en être demandée chaque fois que l'on découvre une inexactitude par rapport à une disposition du traité de base. Il résulte explicitement de ces indications faites par la Cour elle-même, qu'il n'avait pas été recouru aux méthodes d'interprétation des actes dans l'ordre international. Cette solution trouve sa justification dans le fait que le titre juridique invoqué est exempt de toute ambiguïté. Il en résulte que pour son application ou sa mise en œuvre, il n'y avait aucune nécessité de recourir à son interprétation. Dans ces conditions, il y a lieu de l'appliquer sans autre modalité. Tel était également le cas en l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Niger. En effet, dans ce différend, le titre juridique invoqué par les deux parties était constitué par un accord relatif à la délimitation de leurs frontières en date du 28 mars 1987. Cet accord se référait à l'arrêté en 31 août 1927 et à un arrêté rectificatif en date du 5 octobre 1927 ayant fixé les frontières des deux États pendant la période de l'administration française. Mais les deux parties se prévalaient en outre du principe de l'uti possidetis juris. C'est donc essentiellement à travers le titre de 1927 que s'appréciait le principe de l'intangibilité des frontières. Précisément, l'accord de 1987 spécifiait expressément que la frontière serait délimitée conformément aux indications contenues dans l'arrêté du 31 août 1927. Et en cas d'insuffisance de parvenir à un tel tracé, par application des dispositions de l'arrêté du 31 août 1927, les deux parties avaient prévu le recours à une carte IGN établie en 1960 par les autorités françaises. Il s'ensuit que la carte ne constitue qu'un procédé subsidiaire pour l'établissement de la frontière. Et ce procédé devrait s'imposer, y compris lorsqu'il contredirait les effectivités. Dès lors, la Cour internationale de justice délimitera la frontière entre le Burkina Faso et le Niger simplement en appliquant le titre juridique en cause, sans mettre en œuvre des modalités d'interprétation du dit titre. À cet effet, la Cour s'est employée d'une part à déterminer la frontière telle qu'elle l'avait été à partir de l'arrêté du 31 août 1927. D'autre part, la Cour allait caractériser les portions de frontières non encore fixées et pour lesquelles elle devait appliquer la délimitation effectuée par le titre juridique invoqué par les deux parties concernées. C'est ainsi que lorsque les parties considéraient, soit que la ligne droite devait être tracée entre les bornes dans une portion de la frontière, soit que ce tracé prendrait la forme de segments de droite, la Cour allait souligner que l'administration française de l'époque coloniale considérait que cette frontière devait être tracée suivant une ligne droite entre les bornes astronomiques. De la même façon, lorsqu'il a été établi que l'arrêté du 31 août 1927 ne comportait aucune indication quant à la manière de tracer la frontière entre d'autres bornes, le Burkina Faso invoquait le recours à une ligne droite cependant que le Niger soutenait l'application du tracé de la carte de l'IGN, mais en l'infléchissant, ainsi que la prise en compte des effectivités. Or la Cour devait relever à cet égard qu'elle ne pouvait que constater que l'arrêté, tant dans sa version initiale que dans celle résultant de l'erratum, prévoit expressi verbis que la limite intercoloniale se prolonge jusqu'à la rivière Sirba. Dans ces conditions, et conformément au compromis signé par les parties, la Cour allait relever que le tracé de cette frontière était insuffisante et par conséquent, c'est le tracé de la carte IGN qui devait être retenu. Ainsi, la détermination de l'intégralité de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger n'avait pas entraîné l'utilisation, par la Cour internationale de justice, des règles d'interprétation des traités. La Cour s'était limitée à appliquer l'acte juridique stricto sensu. La démarche de la Cour s'expliquait par le fait que le titre juridique en cause ne soulevait nullement des questions d'interprétation. Au demeurant, les parties elles-mêmes n'avaient pas considéré que la mise en œuvre du titre fût de nature à poser des questions d'interprétation juridique. B. Le recours aux règles d'interprétation. Ce ne sera par conséquent qu'en présence d'un titre juridique comportant des ambiguïtés, qu'il y aura lieu de procéder à son interprétation. Et l'interprétation des traités revient à donner à ceux-ci tout leur sens. C'est ainsi que la Cour internationale de justice précisait que
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ces termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'interprétation doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complémentaire à des moyens d'interprétation, tels les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. Dès lors, puisque des États auront conclu un traité de frontières, il y aura lieu de donner effet à ce traité. À cet égard, les règles et méthodes d'interprétation du droit international général seront mises en œuvre. Ce sera la volonté commune des parties, telle qu'elle procède du titre juridique allégué, qu'il conviendra de mettre en exergue, et de cette volonté découlera la frontière. En l'affaire du différend territorial Libye-Tchad, l'article 3 du traité signé en 1955 entre la France et la Libye précisait que la frontière reconnue entre les deux États au Tchad était celle qui résultait des actes internationaux mentionnés à l'annexe 1 du dit traité. Cette indication a permis à la Cour internationale de justice de considérer, d'une part, que l'objet et le but du traité étaient de délimiter l'intégralité des frontières séparant la Libye et le Tchad, et d'autre part que cette délimitation avait été faite en se référant aux actes internationaux visés à l'annexe 1 de ce traité. Une telle indication ne soulevait, selon la Cour, aucune difficulté d'interprétation. Pour la Cour, l'article 3 et l'annexe I visent à définir des frontières par référence à des actes propres à en établir le tracé. Toute autre lecture de ces textes serait contraire à l'un des principes fondamentaux d'interprétation des traités, constamment admis dans la jurisprudence internationale, celui de l'effet utile. C'est également une telle interprétation de la volonté commune des parties qui, auparavant, avait conduit la Cour permanente de justice internationale à considérer que la conférence des ambassadeurs, qui avait établi les frontières de l'Albanie en 1913, n'avait cependant pas délimité intégralement toutes les frontières de cet État. La Cour permanente relevait, à cet égard, que la conférence des ambassadeurs était investie de la mission de statuer sur les frontières de l'Albanie, et pour ce faire, elle disposait de toute latitude dans la réalisation de cette mission. Il s'ensuit que cette conférence n'était nullement tenue de délimiter intégralement les frontières de l'Albanie. Dans ces conditions, la Cour permanente allait constater que le monastère de Saint-Naoum n'avait pas été attribué à la Serbie, et que ce n'est qu'en 1922 que la délimitation de cette partie de la frontière entre les deux États avait été faite. Or, cette solution procède clairement des décisions prises par la conférence des ambassadeurs, et dont l'interprétation a été réalisée par la Cour permanente en tenant compte de la volonté des parties telle qu'elle s'évinçait des termes mêmes des actes en cause. La Cour le relèvera en soulignant que l'analyse des termes des textes émanant de la Conférence de Londres n'aboutit pas à un résultat précis. Il convient d'observer que l'interprétation du titre juridique peut trouver sa réalisation dans l'action des parties elles-mêmes. Tel est le cas lorsque le titre juridique est accompagné de cartes. La carte géographique ne constitue nullement en elle-même la preuve de la délimitation de la frontière. En revanche, la carte représente l'interprétation de la délimitation réalisée par les parties. À cet effet, la carte géographique n'est revêtue de cette valeur interprétative que dans la mesure où elle a été acceptée par toutes les parties concernées par la délimitation de la frontière. C'est ainsi que dans le différend relatif au temple de Préah-Vihear, la Cour retenait que la carte géographique ayant été acceptée par la Thaïlande et la France dans le traité de 1907, elle constituait par conséquent l'interprétation de la frontière délimitée par ce traité. Pour la Cour, les parties ont adopté à l'époque une interprétation du règlement conventionnel suivant laquelle, en cas de divergence avec la ligne de partage des eaux, la frontière tracée sur la carte l'emportait sur les dispositions pertinentes de la Convention. Une telle position est fondée sur le fait que la délimitation de la frontière, contrairement à la définition de celle-ci, a pour objectif de parvenir à la stabilité et au règlement définitif des frontières. C'est ainsi que la Cour internationale de justice soulignait que, d'une manière générale, lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d'arrêter une solution stable et définitive. La prise en compte de cet objectif de stabilité et de permanence de la frontière conduit le juge à privilégier la frontière qui résulte de la délimitation au détriment de la frontière qui aura été définie par les parties dans un titre juridique.
Sans doute la frontière définie par les parties bénéficie-t-elle également du principe de stabilité et de permanence, de la même façon de la frontière qui résulte d'une délimitation. Car en définissant leurs frontières, les parties par ce fait même les reconnaissent. Et la Cour internationale de justice a exactement relevé que la reconnaissance de la frontière revenait pour les parties à l'accepter, ainsi qu'à renoncer à la contester. Néanmoins, la délimitation de la frontière permet d'écarter toute ambiguïté qui pourrait survenir quant à la détermination de cette frontière. Dès lors, la délimitation aboutit de la sorte à lever toutes les indécisions qui auraient pu subsister à l'occasion de la définition de la frontière. En effet, la délimitation permet de matérialiser la frontière au moyen d'une ligne dont le tracé traduit la séparation entre les zones revenant à chaque partie. Ainsi la délimitation marque-t-elle la séparation entre les États concernés. C'est l'existence de ces mêmes ambiguïtés qui allait conduire les Pays-Bas et la Belgique à procéder à la délimitation de leurs frontières communes, dans une zone où les territoires des deux États étaient imbriqués les uns aux autres par le phénomène des enclaves. Pour ce faire, les deux États concluront un traité dit des limites le 5 novembre 1842, entré en vigueur le 5 février 1843. Ce traité définissait les frontières entre les deux États, et il avait renvoyé la question de la délimitation à une commission. Précisément, les travaux de cette commission aboutiront à attribuer à la Belgique, la commune de Bar-le-Duc, deux parcelles qui étaient considérées comme appartenant aux Pays-Bas, la commune de Bar-le-Nassau. Le traité ainsi conclu par les deux parties exprimait leur accord commun, en vue de résoudre les difficultés qui existaient encore entre elles en matière de délimitation de leurs frontières communes. À la suite des travaux de la commission de délimitation, les Pays-Bas et la Belgique devaient signer le 8 avril 1843 une convention de délimitation des frontières. Cette convention entérinait les travaux réalisés par la commission de délimitation, dont la compétence portait sur l'établissement des frontières entre les deux États. Et par conséquent, cette commission de délimitation était également compétente pour résoudre tous les différends concernant l'attribution de territoire à l'un ou l'autre État. Telle était, selon la Cour, l'intention commune des parties au regard de la convention de délimitation. Dès lors, cette intention commune ne permettait pas que le statut de certains territoires ne fût pas fixé. Aussi la Cour a-t-elle conclu que la convention de délimitation était destinée à fixer, et elle a effectivement fixé entre les deux États celui auquel appartenaient les différentes parcelles faisant partie de chacune des communes. D'après ces termes, il a été décidé que les parcelles litigieuses appartenaient à la Belgique. Il s'ensuit que la solution adoptée par la Cour dans cette affaire n'a fait qu'attribuer toute sa valeur au titre juridique en cause. Puisque ce titre avait procédé à la délimitation des frontières entre les deux États, et que ce résultat s'évinçait explicitement de l'acte de délimitation, son interprétation ne donnait lieu à aucune ambiguïté. Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre la souveraineté de la Belgique sur le territoire objet du litige et partant, de reconnaître la frontière telle qu'elle avait établie par le titre juridique pertinent. Il apparaît ainsi clairement que, lorsque la commune volonté des États a été d'établir une délimitation de leurs frontières, la Commission instituait à cet effet la mission de délimiter l'intégralité de la frontière. Il ne pourrait en aller autrement que s'il ressort des travaux de la Commission de délimitation ou de la Convention concernée, que cette délimitation n'a pu être faite dans son intégralité, ou que telle n'était pas l'intention des parties en cause. Tel avait été le cas à propos du monastère de Saint-Naoum. Il résultait clairement des travaux de la Commission de délimitation, ainsi que des actes émanant de la conférence des ambassadeurs que la délimitation de la frontière entre l'Albanie et la Serbie n'avait pas été effectuée dans la région concernant le monastère de Saint-Naoum. Dans ces conditions, la Serbie ne pouvait soutenir que l'indétermination de la frontière à cet endroit impliquait l'attribution en sa faveur de ce monastère. L'intention des parties, en l'occurrence la conférence des ambassadeurs, était donc explicite. Aussi la Cour permanente allait-elle noter que, loin d'avoir été fixée en faveur de ce pays, la frontière à Saint-Naoum était bien, comme le pensait la conférence des ambassadeurs, restée indécise. Ces indications montrent l'importance que revêt le titre juridique en matière de délimitation des frontières terrestres.
En présence d'un titre juridique ne comportant aucune ambiguïté, la délimitation de la frontière est effectuée conformément à l'intention exprimée par les parties telle qu'elle résulte du titre même. À cet égard, il est sans intérêt de distinguer les différends relatifs à l'attribution de territoire et ceux portant sur la délimitation des frontières. Cette distinction a été exactement contestée par la Cour internationale de justice. Précisément, cette intention peut porter seulement sur la délimitation d'une partie de la frontière entre les parties. Certes, une délimitation de frontière a pour finalité d'établir des frontières stables et définitives. Cependant, cette stabilité et cette permanence ne caractérisent que la frontière qui a été soit définie, soit déterminée. C'est ainsi qu'il convient d'entendre l'énoncé de la Cour permanente de justice internationale, lorsqu'elle considérait que il résulte encore de la nature même d'une frontière et de toute convention destinée à établir des frontières entre deux pays, qu'une frontière doit être une délimitation précise dans toute son étendue. Sans doute la Cour permanente dans le même avis consultatif soulignait-elle que il est naturel que tout article destiné à fixer une frontière soit si possible, interprété de telle sorte que, par son application intégrale, une frontière précise, complète et définitive soit obtenue. Mais cette indication ne concernait que les frontières qui avaient été définies, sans que leur délimitation ne fût encore entreprise. Au demeurant, l'avis rendu par la Cour permanente ne portait que sur une portion de la frontière entre la Turquie et l'Irak. Mais, la commune volonté des parties peut également avoir été de ne délimiter qu'une partie de leurs frontières. En ce sens, le titre juridique ne comportera que la délimitation d'une partie de la frontière et en définitive, ce titre ne réglera que le sort de certaines portions de territoire. C'est encore à une interprétation d'un titre juridique ambigu que la Cour s'est livrée en l'affaire relative à la souveraineté sur Pedra Branca, Palau Batu Puteh, Middle Rock et South Sledge, ayant opposé la Malaisie à Singapour. Singapour soulevait le statut de res nullius de ces territoires en ce que, relevait-il, aucun des deux États concernés n'en possédait de titre juridique. Pour soutenir la validité du titre juridique excipé par la Malaisie, la Cour soulignera que la Malaisie avait acquis un titre juridique sur ces territoires à la suite du traité anglo-néerlandais de 1824 et du traité Crawford également de 1824. C'est le recours à l'intention commune des parties auxdit traité ainsi que le but, l'objet et le contexte ayant entouré ces instruments qui ont permis à la Cour de parvenir à cette conclusion. En l'espèce, le recours aux règles d'interprétation a conduit la Cour internationale de justice à constater que jusqu'en 1840, les territoires en cause relevaient de la souveraineté du sultanat de Johor. Par conséquent, en raison du traité de 1824, le Royaume-Uni était devenu le successeur du sultan de Johor en ce qui concerne la souveraineté sur ces territoires. Il convient d'observer que la reconnaissance de la pertinence du titre détenu par le prédécesseur de la Malaisie sur ces territoires n'a pas empêché par la suite la Cour de retenir l'existence d'une évolution dans ce titre. En effet, la Cour était parvenue à la conclusion au terme de laquelle, par les comportements respectifs des parties, le titre juridique était passé du Royaume-Uni et donc de la Malaisie à Singapour. Pour la Cour, le titre juridique est susceptible de changement en suivant le transfert de souveraineté qui se réalise sur un territoire. Et pour un tel transfert ou changement, le droit international ne prescrit aucune forme particulière. Dès lors, le changement peut résulter d'un accord entre les parties ou être tacite et découler du comportement adopté par chacune des parties. Mais, la Cour note que ce changement peut aussi procéder de l'acquiescement manifesté à l'égard d'actes de souveraineté accomplis par l'une des parties. Précisément, ce sont de tels actes de souveraineté exercés par Singapour que la Cour allait constater et qui lui permettront de conclure au changement de titre en faveur de Singapour. Il convient d'observer que cette même question de l'interprétation du titre juridique allait être posée à la Cour internationale de justice, en l'affaire de la souveraineté sur les îles Palau Litigan et Palau Sipadan. En effet, les ambiguïtés entourant l'article 4 du traité de 1891 conclu entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas à propos de la délimitation des possessions des Pays-Bas dans l'île de Bornéo, et les États placés sous protection britannique dans la même île rendaient sa mise-œuvre difficile.
La Cour allait en conséquence procéder à l'interprétation de cette disposition du traité de 1891 et parvenir à la conclusion suivant laquelle la convention en cause n'avait nullement défini la frontière dans les îles Litigan et Sipadan. Car la Cour devait établir que la convention de 1891 n'était pas destinée à procéder à une telle délimitation, et ce d'autant que les îles Litigan et Sipadan étaient inconnues des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne. Dans ces conditions, aucun des deux États concernés, Malaisie et Indonésie, ne disposait d'un titre conventionnel susceptible de justifier l'attribution des îles objets du litige. Au surplus, ce différend mettait en exergue le fait que l'intégralité de la frontière entre l'Indonésie et la Malaise n'avait pas fait l'objet d'une délimitation par le traité de 1891. Il y a lieu de souligner que la question de l'interprétation du titre juridique est susceptible de se traduire par la mise en œuvre des droits historiques. En ce sens que, ce sont les droits historiques qui vont déterminer le titre juridique. Ainsi, la définition ou la détermination de la frontière terrestre sera tributaire des droits historiques en cause. À ce titre, ce sont les droits historiques qui constitueront le titre juridique servant de fondement à la définition de la frontière terrestre. Cette situation a été celle qui s'est révélée en l'affaire de l'arbitrage de la Bieye. En effet, dans cette affaire, il s'agissait de déterminer la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud dans la région de la Bieye. La finalité de l'opération consistait à définir les frontières des chefferies traditionnelles des 9 tribus Ngoka Dinka. L'établissement de ces frontières devait avoir lieu en référence à la localisation des populations attachées à ces chefferies, à la date de leur transfert en 1905 de la région de Bahr el Ghazal à la région de Kordofan. Dès lors, si 1905 constituait la date critique pour l'appréciation de ce transfert, en revanche, le titre juridique lié au territoire concerné était déterminé par des droits historiques, à savoir le transfert de la population. C'est cette indication que le tribunal arbitral allait qualifier comme étant « predominantly tribal approach ». Aussi le tribunal retiendra-t-il comme permettant la délimitation de la frontière les indications correspondant à la localisation des tribus Ngoka Dinka. Pour le tribunal arbitral, la documentation fournie à cet égard par un anthropologiste, Paul P. Howell, provide specific longitude for this area. Significantly, the relevant extract of this document was not only submitted to the ABC and included in the report, but it was also relied upon by both parties before this tribunal. La sentence arbitrale en l'affaire de la Bieye montre ainsi la définition des frontières à partir d'un titre juridique dont le fondement repose exclusivement sur des considérations historiques. Il s'agit par conséquent d'un titre historique. Cependant, ce titre ne se confond pas avec les effectivités. En effet, le titre juridique est retenu, en l'occurrence, non pas en raison d'actes qui auraient été accomplis par les chefferies traditionnelles des Ngoka Dinka. Autrement dit, ce n'est pas en vertu d'actes traduisant une occupation du territoire concerné que le titre juridique a été attribué aux chefferies traditionnelles de la population en cause. Le titre juridique est justifié par le transfert réalisé en 1905, c'est-à-dire qu'il correspond au territoire attribué en 1905, peu important à cet égard que les populations concernées aient pu occuper un autre territoire ou un territoire autrement plus étendu. Le titre juridique est identifié au territoire ayant fait l'objet du transfert en 1905. Il apparaît de la sorte que ce ne sont pas les effectivités qui justifient la délimitation des frontières, réalisée par la sentence arbitrale en l'affaire de la Bieye. C. La question du droit INTERTEMPOREL. Dans la mise en œuvre du titre juridique, l'interprétation est susceptible de donner lieu à une situation de non-liquet. Il convient d'entendre le non-liquet comme étant la situation dans laquelle le juge international ne peut parvenir à une décision, parce que le droit applicable à l'espèce ne le permet pas. Sir G. Fitzmaurice caractérisait cette situation en soulignant que if for instance a tribunal is constrained to reject the claim or complaint of the applicant or plaintiff, because it considers that the case is not covered by any applicable rule or principle, so that the applicant cannot succeed, this surely constitutes, in any but the most formalistic sense, a non-liquet. In substance it is a non-liquet because the tribunal is notable, or concludes that it is notable,
to adduce any applicable rule or principle on the basis of which any positive decision of substance can be given. Very much the same may often apply when the tribunal decide exclusively on the basis of some presumption of law. Dans la mesure où le droit applicable ne permettrait pas à la juridiction saisie de la question de la définition ou de la délimitation de la frontière d'y apporter une réponse, donc de trancher la question, objet de la saisine, cette juridiction ne pourrait procéder à la détermination de la frontière. De telles situations sont susceptibles de se produire, dès lors que le compromis saisissant la juridiction, ou lorsque les demandes présentées devant la juridiction ne peuvent aboutir à la détermination d'un titre juridique pertinent en faveur de l'une ou de l'autre partie. Toutefois, l'admission dans cette hypothèse du non-liquet implique que la délimitation de la frontière soit également impossible en vertu des effectivités ou en application du principe de l'uti possidetis juris, ou simplement que les États litigants demandent à la juridiction saisie de procéder à la délimitation de leurs frontières communes uniquement en appliquant un titre juridique spécifique à l'exclusion des effectivités ou de l'uti possidetis juris. Cette situation aurait pu se révéler en l'affaire de l'arbitrage de la Bieille. En effet, dans cette affaire, les deux parties avaient demandé au tribunal arbitral de procéder à la délimitation des frontières des chefferies traditionnelles Ngoka-Ndinka. Pour ce faire, les parties avaient imposé au tribunal arbitral de se déterminer uniquement au regard du transfert de population intervenu en 1905. Il en résultait que le tribunal arbitral se trouvait en présence d'un dilemme. Le tribunal arbitral pouvait soit constater ce transfert et indiquer les frontières de ces peuples, soit conclure qu'il lui était impossible de parvenir à une conclusion à ce sujet. La conséquence de cette dernière indication aurait été de souligner l'existence d'une situation de non-liquet. En définitive, il n'en a rien été, puisque le tribunal arbitral avait pu déterminer les frontières des chefferies traditionnelles concernées. Néanmoins, le risque du non-liquet avait été souligné par le professeur Hafner, arbitre au sein du tribunal arbitral. Le professeur Hafner considérait que la commission ABC expert n'avait aucune obligation de délimiter les frontières dans la région de la Bieille, y compris dans le cas où il n'y aurait pas eu de preuves suffisantes. Dans l'éventualité où des preuves auraient fait défaut, le recours au non-liquet constituait une possibilité que la commission aurait pu utiliser. Il convient en outre de souligner que la mise en œuvre du titre juridique peut conduire le juge ou l'arbitre international à recourir au droit intertemporel. La mise en œuvre du droit intertemporel traduit l'influence du temps dans la création et la manifestation des règles de droit. Ainsi, quand plusieurs systèmes juridiques ayant été en vigueur se sont succédés, la question du droit intertemporel consiste à déterminer quel système sera appliqué à l'occasion d'un différend donné. Cette question pose par conséquent le problème de l'interprétation du titre juridique en cause. Autrement dit, cette interprétation doit-elle se rattacher au système juridique en vigueur à la date de la création du titre juridique, ou doit-elle se faire au regard du système juridique applicable au moment où se réalise l'interprétation du titre juridique ? À cette occasion, Max Huber, arbitre unique en l'affaire de l'île Palmas, avait posé les règles régissant la résolution des problèmes nés du droit intertemporel. Max Huber notait à cet effet que « The distinction must be made between the creation of rights and the existence of rights. The same principle which subjects the act creative of right to the law in force at the time the right arise, demands the existence of the right, in other words its continued manifestation, shall follow the condition required by the evolution of law. » Il s'ensuit que, en vertu de la première règle du droit intertemporel, les conditions qui gouvernent la création d'un titre juridique sont celles qui prévalent au moment de cette création. En revanche, les conditions de validité de ce titre, c'est-à-dire sa capacité à produire ses effets de droit, sont soumises aux exigences du droit contemporain à la date où l'application du titre juridique a lieu. Ainsi, c'est à la lumière du droit international existant au moment de l'application d'un titre juridique que celui-ci doit être interprété. Il convient d'observer que lorsque le même titre juridique sert de fondement aux revendications des parties concernées, l'application des règles du droit intertemporel se fait sans aucune justification de l'organe juridictionnel. C'est ainsi que dans le différend opposant la Malaisie à Singapour à propos de Pedra Branca Pulau Batu Puteh Middle Rock et South Ledge,
la Cour internationale de justice a mis en œuvre le droit intertemporel alors même qu'elle n'a apporté aucune justification à cet effet. Étant un texte conclu entre deux États, la convention en date du 17 mars 1824 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas a été faite interpréter par la Cour en vertu des règles générales d'interprétation des traités. En revanche, l'application de ces mêmes règles à propos du traité dit Crawford de 1824 ne se justifiait pas. En effet, ce document avait été signé par la Compagnie des Indes orientales et le sultan de Johor. Par ce document, le sultan cédait à titre définitif certains territoires à la Compagnie des Indes. Il ne s'agissait donc pas d'un texte qui avait été conclu entre deux États. Or, la Cour allait interpréter ce texte comme un traité. Par cette interprétation, la Cour appliquait le droit international actuel à un texte très ancien. Le but poursuivi par la Cour était de parvenir à faire produire à ce texte des effets, à la date où cette interprétation avait lieu. Seule une approche reposant sur le droit intertemporel était de nature à expliquer et à donner effet à une cession de territoire entre un État et une entité non étatique. En effet, si au moment de la conclusion de ce document il était admis que des droits territoriaux pouvaient être attribués à des entités non étatiques, il en va autrement dans le droit international en vigueur à la date de l'interprétation du dit acte. Les titres territoriaux ne peuvent être transmis qu'à des États. Dès lors, la Cour allait procéder à une interprétation revenant à considérer que l'article 2 ne prévoit rien d'autre que la reprise de l'île Singapour, ainsi que des eaux, détroits et îlots adjacents situés dans les 10 000 géographiques de celle-ci et ne saurait en soi être interprété comme la reconnaissance formelle par le Royaume-Uni de la souveraineté qu'avaient exercé et continuèrent exercer le sultan et le Temenggung de Johor sur toutes les îles situées dans le détroit de Singapour, dont Pedra Branca Pulau Batu Puteh. La même interprétation a été adoptée par le tribunal arbitral constitué dans le différend, ayant opposé l'Érythrée et le Yémen. Dans ce litige, le Yémen invoquait des titres historiques pour justifier que les îles objets de la contestation relevaient de l'intégrité de son territoire. Selon le Yémen, les îles en cause ont fait partie du Bilad el-Yémen. C'est ce titre qui serait revenu au Yémen moderne, d'une part à la suite de la disparition de l'Empire ottoman qui avait occupé ces territoires et d'autre part à la fin de Seconde Guerre mondiale. Ce titre ancien s'expliquerait par la souveraineté exercée par l'imam du Bilad el-Yémen sur toute l'étendue des territoires de cette entité. Il est certain que l'admission de la notion de titre historique développée par le Yémen revenait à consacrer de modalités d'exercice de la souveraineté territoriale qui ne correspondent nullement aux règles du droit international. Aussi, le tribunal arbitral fera-t-il appel au droit intertemporel pour écarter cette notion de titre historique. À cet égard, la sentence arbitrale énonce explicitement que les schémas socio-économiques et culturels étaient en parfaite harmonie avec les concepts juridiques classiques du droit musulman, qui ignorait pratiquement le principe de souveraineté territoriale tel qu'il s'est constitué chez les puissances européennes et qu'il est devenu un élément fondamental du droit international occidental au XIXe siècle. Il faut toutefois relever que l'Empire ottoman qui gouvernait directement, ou par le truchement de ses suzerains la quasi-totalité des pays autour de la mer Rouge au cours de la première moitié du XIXe siècle, a commencé après la fin de la guerre de Crimée en 1856 à renoncer aux aspects communautaires du régime musulman de droit international pour adopter des règles modernes ayant désormais cours au sein du Concert européen des nations, auquel la Sublime Porte a adhéré pour y intégrer complètement au cours du Congrès de Berlin en 1875. Or, d'après le nouveau droit international moderne, la notion juridique de souveraineté territoriale devint une pierre angulaire pour la plupart des puissances de forme étatique, et la situation existant dans la mer Rouge ne pouvait plus guère échapper aux conséquences juridiques de cette nouvelle réalité. Cette indication montre que le recours au droit intertemporel a permis au tribunal arbitral d'appliquer les concepts du droit international moderne pour l'appréciation d'une réalité qui était manifestement bien antérieure. En l'espèce, l'emprise du Yémen sur la totalité de son territoire avait pu exister au moment de son institution en tant qu'organisation humaine et sociale. Néanmoins, pour donner effet à cette emprise, ce sont les règles en vigueur au moment où a lieu cette interprétation qui vont devoir être appliquées. Or précisément,
le droit international moderne exige qu'un titre juridique, fondé sur la souveraineté, implique que soient établies les deux conditions posées par la Cour permanente de justice internationale. En effet, en l'affaire du statut juridique du Groenland oriental, la Cour permanente soulignait qu'une prétention de souveraineté fondée sur une prétention, non pas sur quelque acte ou titre en particulier tel qu'un traité de cession, mais simplement sur un exercice continu d'autorité, implique deux éléments dont l'existence pour chacun doit être démontrée: l'intention et la volonté d'agir en qualité de souverain et quelques manifestations ou exercice effectif de cette autorité. C'est donc le concept de souveraineté territoriale ainsi déterminé que la sentence arbitrale va tenter d'appliquer afin de caractériser la relation existant entre le Yémen et l'ensemble territorial en cause dans le différend. Précisément, l'imam du Yémen d'alors ne pouvait exercer une telle souveraineté territoriale, car elle était inconnue du droit international musulman. En revanche, l'Empire ottoman, qui avait régulièrement occupé l'ensemble des territoires objets du différend, avait établi sa souveraineté territoriale sur cet ensemble. Dans ces conditions, aucun des États en litige ne pouvait se prévaloir d'un quelconque titre historique antérieur à la souveraineté territoriale de l'Empire ottoman. Ce n'est par conséquent qu'à la suite de l'Empire ottoman que l'un ou l'autre des États litigants aurait pu se prévaloir de titres juridiques sur les territoires en cause. Mais ni le Yémen, ni l'Érythrée ne se présentaient juridiquement comme étant les successeurs de l'Empire ottoman. Au demeurant, le tribunal arbitral allait noter avec pertinence que l'Empire ottoman avait abandonné ses droits territoriaux sur cet ensemble territorial en vertu du traité de Lausanne de 1923. De fait, consécutivement à cet acte d'abandon, ce territoire avait un statut indéterminé et il incombait aux États parties au traité de Lausanne de fixer définitivement le statut de ces territoires. Il convient de souligner que les parties litigantes peuvent demander à la juridiction saisie de leurs différends de ne pas recourir au droit intertemporel. Dans une telle hypothèse, elles vont imposer à la juridiction l'application de la règle de la contemporanéité. Cette règle a été définie par la commission constituée en l'affaire du différend survenu entre Éthiopie et l'Érythrée. Pour la commission, cette règle est comprise en ce sens que a treaty should be interpreted by reference to the circumstances prevailing when the treaty was concluded. This involves giving expression, including names used in the treaty, the meaning that they would have possessed at the time. Une telle application signifie que la validité du titre ne sera pas appréciée au regard du droit existant à la date de l'interprétation. Il s'agit par conséquent de la négation de la deuxième règle que Max Huber avait posée en l'affaire de l'île Palmas. Max Huber avait considéré que la validité du titre devait avoir lieu suivant le droit en vigueur au moment où se réalisait son interprétation ou son application. En revanche, il arrive que ce soit le juge international lui-même qui décide de recourir aux règles de droit intertemporel. Ainsi, en l'affaire du différend territorial et maritime, la Cour internationale de justice allait-elle relever que le principe du droit intertemporel impose de donner effet, aujourd'hui, dans la présente instance, aux conséquences juridiques des traités alors intervenus dans le delta du Niger. Par cette indication, la Cour entendait donner effet, d'une part, au traité signé en 1884 entre la Grande-Bretagne et les chefs locaux des tribus du Vieux-Calabar, et d'autre part, au traité germano-britannique du 11 mars 1913 ayant permis à la Grande-Bretagne de céder à l'Allemagne la presqu'île de Bakassi. Et précisément, la Cour devait mettre en œuvre la règle de droit intertemporel. Sans doute pourrait-il être soutenu que la Cour internationale de justice n'a pas appliqué la règle de droit intertemporel telle que la seconde règle de Max Huber le prescrit. En effet, dans la mesure où il s'agissait d'appliquer en 2002 un traité conclu en 1884, le recours au droit intertemporel aurait dû conduire à une interprétation faite au regard du droit international en vigueur à la date de cette interprétation. Telle est la seconde règle formulée par Max Huber suivant laquelle l'existence d'un droit, autrement dit sa manifestation continue, doit suivre l'évolution du droit international. L'application de cette seconde règle de Max Huber dans le différend opposant le Cameroun et le Nigeria impliquait de considérer que le traité de 1884 avait été conclu entre deux entités étatiques,
puisque la Cour reconnaissait que les tribus du Vieux Calabar étaient dotées d'une organisation sociale et politique. Il en aurait résulté que la Grande-Bretagne n'aurait eu aucune compétence pour transférer ce territoire à l'Allemagne. Dès lors, la presqu'île de Bakassi ne pouvait que revenir au Nigeria. Mais, la Cour a préféré opter pour la solution consistant à qualifier le traité de 1884 comme étant un mode d'acquisition dérivé. Une telle solution se justifierait par le fait que le traité en cause n'avait pas été conclu entre deux entités étatiques. En effet, pour la Cour internationale de justice, quoique présentant une organisation politique et sociale, les tribus du Vieux Calabar ne constituaient pas des États. Il s'ensuivait que le traité de 1884 avait été conclu par la Grande-Bretagne et des entités dépourvues de souveraineté. Il s'agissait par conséquent de cession de territoire. Aussi, la Cour devait-elle souligner que bien que ce mode d'acquisition ne corresponde plus au droit international actuel, il convenait, néanmoins, de donner effet au titre juridique qui en résultait. Cette position avait déjà été celle de la Cour en l'affaire du Sahara occidental. La Cour internationale de justice y considérait que, quelles qu'aient pu être les divergences entre les juristes, il ressort de la pratique étatique de la période considérée que les territoires habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique n'étaient pas considérés comme terra nullius. On estimait plutôt en général que la souveraineté à leur égard ne pouvait s'acquérir unilatéralement par l'occupation de la terra nullius en tant que titre originaire, mais au moyen d'accords conclus avec les chefs locaux. On voyait dans ces accords, interprétés ou non comme opérant une cession du territoire, un mode d'acquisition dérivé et non pas des titres originaires acquis par l'occupation d'une terra nullius. L'interprétation mise en œuvre de la sorte par la Cour internationale de justice traduit une préoccupation de stabilité. Dès lors que le titre juridique a été acquis régulièrement, il ne paraît pas pertinent que ce titre juridique soit remis en cause en lui appliquant les règles nouvelles prescrites par le droit international pour l'acquisition de droits. En effet, l'appréciation de ce titre juridique au regard du droit international actuel aurait pour conséquence d'invalider et donc de priver d'effet les titres qui ne correspondraient plus aux exigences et normes effectives dans l'ordre international au moment de cette appréciation. Une telle interprétation de la seconde règle de Max Huber conduirait inexorablement à invalider tous les titres juridiques antérieurs, dès lors que les conditions requises pour la création de ce titre ne sont plus les mêmes. En définitive, ce que la seconde règle de Max Huber met en exergue est le fait qu'un titre juridique, dont la création a été acquise en toute régularité, produira ses effets en vertu du droit international actuel si le titulaire du titre justifie qu'il continue d'exercer son titre selon ce que requiert le droit international actuel. Il ne s'agit plus d'exiger que ce titre juridique puisse se conformer aux conditions nouvelles de validité des titres juridiques. L'exigence porte sur l'exercice des droits tirés de ce titre qui doivent obéir aux conditions prescrites par le droit international actuel. Cette solution est confortée par le fait que la Cour internationale de justice a clairement indiqué, dans l'affaire du Sahara occidental, qu'elle ne se prononçait pas sur la validité du titre juridique. De plus, il convient de noter que, dans le différend opposant le Cameroun et le Nigeria, après avoir relevé la régularité de la création du titre juridique de la Grande-Bretagne, la Cour mettra en relief l'exercice de la souveraineté accomplie par cet État conformément aux prescriptions du droit international. D'une part, la Grande-Bretagne a administré le territoire du Vieux Calabar au regard des dispositions du traité de 1884. D'autre part, l'administration de ce territoire s'est poursuivie sous le régime du mandat décidé par le Conseil de la SDN, ou sous le régime de tutelle décidé par l'ONU. Dès lors, les actes accomplis par la Grande-Bretagne trouvaient leur conformité dans le droit international actuel, et par conséquent la frontière délimitée par l'accord entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne en date du 11 mars 1913 constituait un accord valide. Certes, la Cour avait pu décider que, au regard du droit qui prévalait à l'époque, la Grande-Bretagne en 1913 pouvait déterminer sa frontière au Nigeria avec l'Allemagne, y compris pour ce qui est de sa partie méridionale. Mais cette solution s'expliquait par le fait que la frontière avait été déterminée à cette date, et la Cour était appelée à donner effet au traité qui avait procédé à la détermination de cette frontière.
Par la suite, lorsque la Cour se prononcera sur l'attribution de l'île de Bakassi au Cameroun, l'appréciation de la validité du titre juridique se fera au regard de la conformité au droit international actuel des actes accomplis par la Grande-Bretagne en vertu de sa souveraineté sur ce territoire ainsi que dans le cadre soit du mandat, soit de la tutelle. Il apparaît ainsi que cette interprétation de la règle de Max Huber rejoint l'indication faite par le professeur Higgins et qui vise à conforter la stabilité du titre juridique. Le professeur Higgins présentait ainsi la seconde règle de Max Huber, or understanding of it should flow from the realization that it was a dictum offered in the context of establishing and maintaining territorial title. The second element may then be seen as providing that the creation of an initial right does not of itself suffice to maintain it up to the moment of the claim. Perpetuation of that right demonstrated by effective occupation, as required by the later law, is necessary. The Huber dictum, taken in its entirety, may be taken as providing that by virtue of the principles of intertemporal law a state must continue to maintain a title, validly won in an effective manner. C'est donc la nécessité d'assurer une réelle stabilité des titres juridiques qui justifie une telle interprétation de la seconde règle de Max Huber. Au demeurant, il convient de noter que le juge international dans son application du titre juridique ne fait que déterminer la frontière convenue entre les parties. La frontière terrestre ne conduit nullement à une action créatrice du juge. Dès lors qu'elle est déterminée, la frontière est tracée par le juge. Paragraphe TROISIEME. Le trace de la FRONTIERE. Lorsqu'il est appelé à déterminer une frontière, le juge international est conduit à tracer la frontière qu'il aura définie ou délimitée. Ainsi tracer la frontière revient non plus seulement à la définir, mais à la délimiter. C'est la frontière délimitée de la sorte qui fera l'objet d'une démarcation sur le terrain. C'est ainsi qu'en l'affaire Libye-Tchad, la Cour internationale de justice soulignait que le terme exécution ne peut viser que des opérations de démarcation de la frontière sur le terrain. Le Premier ministre a parlé d'accord de démarcation, ce qui présuppose la délimitation, en d'autres termes la définition préalable de la frontière. L'emploi du terme démarcation laisse présumer que les parties ont considéré que la définition de la frontière était acquise, mais qu'elle pouvait être suivie au besoin d'un abornement. Dès lors, le fait de tracer la frontière revêt un double aspect. D'une part, il y a d'abord la délimitation de la frontière, laquelle est l'œuvre du juge international, A, et d'autre part interviendra ensuite la démarcation de la frontière, C, dont l'exécution est généralement confiée à une commission comprenant les représentants de chacun des États en cause. Cependant, d'autres modalités de démarcation existent. Tel est le cas lorsque la mission de démarcation est confiée à une commission indépendante des États concernés. Toutefois, à l'occasion de l'opération de délimitation, la question de l'existence d'un tripoint est susceptible de se poser. A. La DELIMITATION de la FRONTIERE terrestre. Lorsque le titre juridique révèle que les États parties ont entendu fixer les limites de leur territoire, il appartient au juge international saisi de déterminer la frontière telle qu'elle ressort du titre juridique en cause. La délimitation de la frontière consiste, par conséquent, à procéder à l'identification et à la fixation de la frontière concernée. À cet égard, les États parties ont pu, dans le titre juridique en cause, choisir une frontière selon des critères naturels. Tel est le cas, par exemple, lorsque la frontière est définie en référence à la ligne de crête, à la ligne de partage des eaux, ou encore à la ligne de pied des monts. Mais, les États parties peuvent également opter pour une définition de leurs frontières au moyen de critères artificiels. Il en est ainsi quand la frontière suit une ligne abstraite comme la ligne astronomique, méridien ou encore parallèle, voire lorsqu'elle procède d'une ligne géométrique, ligne droite ou une ligne déduite d'une série d'arcs de cercle. Dès lors, la juridiction saisie de la demande va procéder à la délimitation de la frontière en prenant en considération le caractère naturel ou artificiel de la frontière. Le juge international va matérialiser la délimitation à laquelle il sera parvenu, soit en recourant à des données géographiques ou géodésiques à cette fin, soit en rapportant la frontière délimitée sur une carte géographique. En l'affaire du différend territorial,
Après avoir établi que l'intention commune des États parties au traité de 1955 était de fixer définitivement leurs frontières, la Cour internationale de justice allait délimiter les frontières en cause. À cet égard, la Cour devait arrêter le tracé de la frontière entre la Libye et le Tchad de la manière suivante. Cette frontière partait d'un point d'intersection du 24 degrés méridien est et du parallèle 19 degrés 30 nord, une ligne droite allant jusqu'au point d'intersection du tropique du Cancer et du 16 degrés méridien est, et de ce dernier point une ligne droite allant jusqu'au point d'intersection du 15 degrés méridien est du 23 degrés parallèle nord. Le tracé de cette frontière résultait des effets donnés par la Cour au traité de 1955 conclu entre la France et la Libye. De fait, ce traité comportait plusieurs dispositions ainsi que des actes internationaux en annexe dont l'objet était la définition de la frontière en cause. C'est ainsi que la Cour soulignait que ces textes avaient défini une frontière composite comprenant deux segments clairement identifiés. Un segment oriental consistant en une ligne droite reliant un point X au point d'intersection du 24 degrés méridien et de Greenwich et du parallèle 19 degrés 30 nord, et un segment occidental représenté par une autre ligne droite reliant le point X au point d'intersection du 23 degrés méridien est et du 23 degrés parallèle nord. Il en résultait une délimitation complète de la frontière entre les deux États. C'est cette frontière qui a été délimitée et tracée par la Cour. C'est un procédé identique que la Cour internationale de justice avait adopté en l'affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières. En effet, dans cette affaire, il est apparu que la détermination de la frontière peut être faite en recourant au relevé du cadastre des États parties. Dans cette perspective, la frontière est définie par l'identification des parcelles cadastrales appartenant à chaque État. C'est ainsi que la Cour notait que la convention de délimitation était destinée à fixer et qu'elle a effectivement fixé entre les deux États celui auquel appartenaient les différentes parcelles faisant partie de chacune des communes. D'après ces termes, il a été décidé que les parcelles litigieuses appartenaient à la LJ. Ainsi, la ligne frontalière suivra-t-elle les limites des plans cadastraux? La délimitation de la frontière ne fait ainsi que consacrer une attribution de territoire à l'un ou l'autre des États parties, effectuée par la définition de la frontière. En fixant la frontière, il s'ensuit, ipso facto, que le statut de chaque territoire ou des confins sera nécessairement déterminé. Dès lors, la distinction entre conflit d'attribution et conflit de délimitation n'a aucune pertinence. La délimitation, en définitive, matérialisera l'attribution des territoires objets de la contestation. La délimitation frontalière consiste donc, pour la juridiction internationale, à déterminer les points dont la jonction les uns aux autres constituera la ligne de séparation entre les États en cause. Dès lors, la délimitation des frontières constitue une opération qui traduit exactement l'application pratique d'une formule retenue par les États parties dans le titre juridique en cause. À cet égard, cette application pratique conduira le juge international à matérialiser le sens des expressions retenues dans le titre juridique, les points de départ et terminal de la ligne qui constituera la frontière. C'est en ce sens que la Chambre de la Cour internationale de justice devait souligner que, par la délimitation, il lui incombait de donner, sur la ligne de la frontière dans les secteurs litigieux, des indications qui permettront à la commission spéciale de démarcation de démarquer cette frontière par une opération technique. Dans l'affaire du temple de Préaviéar, il est apparu qu'une délimitation pouvait résulter d'une carte géographique représentant la ligne de séparation entre le Cambodge et la Thaïlande. Il en était parce que la carte en cause avait été reconnue et acceptée par la Thaïlande. Sans doute la Cour a-t-elle toujours indiqué que, à moins d'être incluse dans un traité international, une carte géographique seule ne saurait avoir une valeur probatoire. Pour la Cour internationale de justice, les cartes géographiques ne constituent que des preuves auxiliaires ou confirmatives de frontières. Cependant, en l'affaire du temple de Préaviéar, la carte géographique seule servira en qualité de titre juridique. C'est en effet exclusivement la carte géographique qui permettra à la Cour internationale de justice de considérer qu'une frontière avait été délimitée entre le Cambodge et la Thaïlande. La Cour retenait, à cet égard, que
la Thaïlande a bien accepté la carte de l'annexe I comme représentant le résultat des travaux de délimitation et a ainsi reconnu la ligne tracée sur cette carte comme étant la frontière dont l'effet est de situer Preah Vihear dans le territoire du Cambodge. La valeur probatoire de la carte est si forte en l'espèce qu'elle prévaut même sur l'intention des parties quant à la détermination de leurs frontières. En effet, un traité en date du 13 février 1904 prévoyait, en son article 1er, que, dans la région du temple de Preah Vihear, la frontière entre la Thaïlande et la France, puissance protectrice de l'Indochine dont faisait partie le Cambodge, devait suivre la ligne de partage des eaux. Une commission mixte était chargée de la délimitation de cette frontière. Or, précisément c'est cette carte qui avait été établie, non pas par la commission elle-même, mais par un géographe français au nom de la commission, qui sera considéré par la Cour comme établissant et délimitant la frontière entre les deux États, nonobstant une indication qui ne correspondait pas aux termes du traité. L'acceptation de la carte par la Thaïlande avait eu pour effet que la frontière ainsi délimitée liait toutes les parties. Ainsi, c'est donc la carte géographique qui traduisait la frontière en cause et c'est en vertu de la frontière ainsi délimitée par la carte que le temple s'est trouvé localisé du côté du Cambodge. Il s'en est suivi que la Cour allait décider que le temple appartenait au Cambodge. À cet égard, la Cour a exclu toute possibilité de remise en cause d'une délimitation de frontières intervenue dans ces conditions. Pour la Cour, d'une manière générale, lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d'arrêter une solution stable et définitive. Cela est impossible si le tracé ainsi établi peut être remis en question à tout moment, sur la base d'une procédure constamment ouverte, et la rectification peut en être demandée chaque fois que l'on découvre une inexactitude par rapport à une disposition du traité de base. Il apparaît de la sorte que le juge international procède à la délimitation de la frontière, en ayant égard aux indications contenues dans le titre juridique en cause. Toutefois, la délimitation n'est pas la simple transposition du titre juridique. À ce titre, le juge international n'est pas simplement appelé à confirmer la délimitation contenue dans le titre juridique en cause. La Cour internationale de justice spécifiait le rôle du juge international en la matière, en soulignant que la tâche dont le Cameroun a saisi la Cour au terme de la requête est de préciser définitivement le tracé de la frontière tel qu'il a été fixé dans les instruments de délimitation pertinents. Toutefois, contrairement à ce que le Cameroun a laissé entendre à certains stades de la procédure, la Cour ne saurait remplir la mission qui lui a été confiée en l'espèce en s'en tenant à une telle confirmation. En effet, dès lors que le contenu de ces mêmes instruments fait l'objet d'un différend entre les parties, la Cour, pour préciser définitivement le tracé de la frontière en question, doit nécessairement se pencher plus en avant sur ceci. Il en résulte que le juge international peut donc s'écarter des indications déduites du titre juridique en cause. Ainsi que le différend en l'affaire du temple de Preah Vihear le révèle, la délimitation juridictionnelle est susceptible de s'écarter du titre invoqué par les parties. Dès lors, en matière de délimitation juridictionnelle, c'est la décision du juge international qui se substituera au titre originel pour constituer le nouveau titre juridique, car c'est le tracé résultant de la délimitation juridictionnelle qui s'imposera dans les rapports entre les parties. C'est cette délimitation qui donnera lieu à la démarcation. Néanmoins, la délimitation peut soulever la question de l'existence d'un tripoint. B. L'existence de tripoints dans la DELIMITATION. Il reste que, dans l'opération de délimitation de la frontière, la juridiction internationale saisie pour tracer la frontière est susceptible d'être confrontée à la question de la présence d'un État tiers. Celui-ci n'étant pas partie au différend, il y a lieu de sauvegarder ses intérêts. La présence d'un État tiers aura pour effet d'établir un tripoint dans la délimitation de la frontière. La question de tripoint concerne aussi bien les frontières terrestres que les frontières maritimes. Il convient de comprendre le tripoint comme étant le point terminal de la frontière entre les États parties en litige. Ce point terminal constitue en outre le point de départ de la frontière entre les États parties litigants et un État tiers non partie au différend. La question de tripoint met la juridiction internationale devant une contradiction. D'une part, le juge international est tenu de statuer sur le différend qui lui est soumis. D'autre part,
Le juge international ne peut statuer au-delà du litige porté devant lui et mettre en cause un État tiers qui n'est pas une partie au différend dont il est saisi. C'est ainsi que, dans le différend entre le Burkina Faso et le Mali, la Chambre de la Cour notait que il est de son devoir de statuer sur tout le petit homme qui lui a été confié, c'est-à-dire d'indiquer le tracé de la frontière entre les parties sur toute l'étendue de la zone contestée. Ce faisant, elle indiquera l'emplacement du point terminal de la frontière à l'est, point où cette frontière cesse de séparer les territoires du Burkina Faso et du Mali, mais ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la Chambre n'en décidera pas pour autant que ce point est un point triple intéressant le Niger. Conformément à l'article 59 précité, le présent arrêt ne sera pas non plus opposable au Niger en ce qui concerne le tracé de ses propres frontières. Or, la préoccupation contenue dans la délimitation des frontières correspond au besoin sinon à la nécessité, d'établir des frontières stables et définitives. Aussi la Cour permanente de justice internationale soulignera-t-elle que il est naturel que tout article destiné à fixer une frontière soit, si possible, interprété de telle sorte que, par son application intégrale, une frontière précise, complète et définitive soit obtenue. Cette indication montre que la fonction juridictionnelle en matière de fixation de frontières consiste à déterminer le tracé de la frontière sur toute son étendue de sorte qu'il ne doit plus subsister d'incertitude quant à la limite entre les deux États en cause. À cet égard, le professeur Apley relevait que the very purpose of any boundary delimitation between states, whether terrestrial or maritime, is to determine the extent and limit of their respective jurisdiction. State must know a precisely a possible where the limits of their territorial sovereignty or sovereign rights lie. Toutefois, un tel objectif est contredit par la présence d'un État tiers. En effet, la juridiction compétente ne saurait fixer la limite extrême de la frontière sans mettre en cause les droits de l'État tiers. Autrement dit, la fixation du point extrême de la frontière qui constituerait un tripoint impliquera que la juridiction saisit du différent statut sur les intérêts et les droits d'un État tiers. Or, précisément, ce dernier n'est pas partie au différend. Et faute d'une procédure d'intervention forcée dans l'ordre juridique international, le juge international ne peut se prononcer en l'absence de tout consentement manifesté en ce sens par l'État tiers. Dès lors, la protection de l'État tiers ne pourrait se faire que par application des principes de res judicata et de res inter alios acta. Il en résulte que, en présence d'un État tiers, le juge international, qui a compétence en matière de fixation de frontières, ne pourrait déterminer celle-ci en recourant à un tripoint. C'est seulement une telle analyse qui permet de préserver les droits de l'État tiers concerné. De fait, la fixation d'un tripoint à titre de frontière reviendrait, pour le juge international, à trancher une question, alors même que l'État tiers impliqué n'aurait pas donné son consentement à l'exercice d'une telle compétence et qu'il n'est pas partie à l'instance. Dans ces conditions, après avoir indiqué que l'article 59 de son statut ne constituait pas toujours une protection suffisante pour les droits des États tiers, la Cour internationale de justice devait souligner que elle ne saurait statuer sur les demandes du Cameroun dans la mesure où celles-ci pourraient affecter les droits de la Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe. Il convient d'observer que dans sa sentence en date du 13 avril 2002, la Commission des frontières entre l'Éthiopie et l'Érythrée avait procédé à la délimitation des frontières entre ces deux États. Or, cette délimitation allait aboutir à consacrer deux tripoints aux deux points extrêmes de cette frontière. En effet, le point occidental de la frontière faisait intervenir l'Éthiopie, l'Érythrée et le Soudan, tandis que le point oriental concernait l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Et quoique le Soudan et Djibouti ne fussent point des parties à l'instance et par conséquent, n'exprimèrent aucun consentement en la matière, le tribunal arbitral devait néanmoins procéder à la délimitation des frontières en cause. En réalité, cette position s'expliquait clairement. S'agissant du tripoint de la frontière occidentale, il est apparu que la frontière établie par ce tripoint avait été acceptée par les trois États en vertu d'un traité des frontières datant de 1902. Il en était résulté une démarcation également admise par les trois parties. Dès lors, en déterminant à ce tripoint la frontière occidentale entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le tribunal arbitral soulignait que it is not open to the Commission to change the agreed tripoint between Eritrea, Ethiopia and the Sudan.
As the Ethiopian-Eritrean boundary is in this sector a river boundary, it must be treated as starting at the 3 points. En revanche, il n'existait pas un tel accord concernant le point terminal de la frontière orientale avec Djibouti. Aussi la sentence arbitrale devait-elle noter, à propos du traité de 1908 entre l'Éthiopie et l'Érythrée relatif à cette frontière, que Article 1 of the 1908 Treaty provides that the boundary, running southeast and at a distance of 60 km, continue until it joins the frontier of the French possession of Somalia. The 1908 Treaty does not establish a particular place on the frontier with Djibouti which would become a 3 points by virtue of the Treaty of 1908, but rely upon the 60 km formula to establish the location of the 3 points. The exact location of this point will be specified in the demarcation phase, taking account of the nature and variation of the terrain as well as the precision made possible by large-scale survey maps. Or, lorsque ce dernier tripoint sera précisément déterminé à l'occasion de la démarcation, il s'imposera nécessairement à Djibouti, encore que celui-ci ne soit pas partie à l'instance et qu'il n'ait pas manifesté son consentement. Il apparaît de la sorte que le principe res judicata ainsi que la règle res inter alios acta ne sont pas suffisants pour assurer la protection des droits et intérêts des États tiers. Sans doute dans le cas d'espèce, n'existait-il pas de contentieux frontalier entre Djibouti et chacun des deux autres États, Éthiopie et Érythrée. Cependant, cette absence de contentieux n'exclut pas le fait que le tripoint déterminé par la sentence arbitrale s'imposera à Djibouti. La question du tripoint avait été également soulignée dans l'affaire du différend territorial. En effet, la détermination de la ligne de frontière à l'ouest conduisait la Cour internationale de justice à fixer le point terminal de cette frontière en un point qui coïncidait avec la frontière du Niger et chacun des deux États en litige. À cet effet, la Cour notera que l'arrêt qu'elle rendra ne sera nullement opposable au Niger. Toutefois, la Cour allait indiquer qu'aucune question relative à la fixation d'un tripoint ne lui était demandée. Il lui était simplement demandé, non pas de fixer un tripoint, mais de déterminer le tracé de la frontière jusqu'à un point terminal précis. C'est cette distinction que la Chambre de la Cour avait développée auparavant dans l'affaire du différend frontalier, opposant le Burkina Faso au Mali. La Chambre y relevait, à propos de la frontière entre ces deux États en litige et le Niger, qu'il s'agit en effet pour la Chambre non pas de fixer un point triple, ce qui exigerait le consentement de tous les États concernés, mais de constater au vu des moyens de preuve que les parties ont mis à sa disposition, jusqu'où s'étend la frontière héritée de l'État colonisateur. Il en résulte que pour la Cour, la question de tripoint ne se pose que dans la mesure où l'État tiers manifeste son consentement. En l'absence d'un tel consentement, la démarche de la Cour consiste simplement à déterminer les points extrêmes de la frontière ainsi que la ligne qui rejoint les 10 points extrêmes pour former la frontière telle qu'elle aura été délimitée. Ainsi, en l'affaire du différend frontalier entre le Bénin et le Niger, la Chambre de la Cour internationale de justice avait-elle procédé à la détermination de la frontière ayant existé entre ces deux États sans même préciser les tripoints existants aux points extrêmes de la ligne de frontière ainsi fixée. La Chambre s'était contentée de relever que la frontière entre les parties suit donc la ligne des sondages les plus profonds du chenal navigable principal du fleuve Niger, à partir de l'intersection de cette ligne avec la ligne médiane de la Mékrou jusqu'à son intersection avec la frontière des parties avec le Nigeria. Sans doute s'agissait-il d'une frontière constituée exclusivement par un fleuve. Cependant, même dans une telle situation, il existe des tripoints signalant la présence d'États tiers, en l'espèce le Nigeria et le Burkina Faso. En réalité, la démarche adoptée dans cette affaire traduit simplement la volonté de la Cour de se limiter à déterminer uniquement la ligne frontière dont la délimitation lui est demandée sans se référer aux États tiers. L'affirmation de cette nouvelle position montre une réelle évolution de la démarche de la Cour internationale de justice, au regard de la position adoptée par celle-ci dans le différend ayant opposé le Cameroun et le Nigeria. En effet, dans ce différend, la détermination exacte du tripoint fixé dans la région du lac Tchad par des conventions internationales liant les trois États concernés n'était pas exactement précisée. Or, la Cour internationale de justice devait souligner à cet égard que lorsqu'elle est appelée à statuer à propos d'une frontière, la Cour peut juger utiles les travaux menés par ailleurs.
Au terme des instruments applicables, les coordonnées du tripoint dans le lac Tchad sont 13,05 degrés de latitude nord et approximativement 14,05 degrés de longitude est. La Cour a examiné la carte Moiselle annexée à la déclaration Milner-Simon de 1919 et la carte jointe à l'échange de notes Henderson-Fleuriot de 1931. Suite à cet examen, elle arrive aux mêmes conclusions que la CBLT et estime que le tripoint se situe à 14,04 degrés 59, 9999 de longitude est plutôt qu'approximativement à 14,05 degrés. Cette dernière indication permet de voir que c'est la Cour qui a définitivement fixé le tripoint, alors même que l'un des États intéressés, le Tchad, n'apparaissait pas à l'instance. L'action effectuée ainsi par la Cour est d'autant plus surprenante que la Cour elle-même avait constaté que la localisation de ce tripoint entre les trois États en cause n'était pas établie avec certitude. Dès lors, la précision apportée par l'arrêt de la Cour va nécessairement avoir des effets en ce qui concerne le Tchad, encore que l'article 59 du statut de la Cour soit présenté comme un procédé de protection des droits et intérêts de l'État tiers. De fait, l'indication fournie par la Cour elle-même traduit exactement l'impossibilité d'assurer la protection des droits et intérêts de l'État tiers, lorsque la Cour consacre un tripoint dans la délimitation de la frontière qui lui est demandée. Dans ces conditions, la position adoptée par les chambres de la Cour internationale de justice constituée dans les différends ayant opposé, d'une part, le Burkina Faso au Mali et d'autre part, le Bénin au Niger, apparaît la plus pertinente. Dans ces deux affaires, les chambres de la Cour se sont refusées à fixer ou à déterminer des tripoints. En revanche, les frontières ont été délimitées à partir de points doubles identifiés aux extrémités de la ligne de délimitation. Cette position laisse intacte toute prétention que pourrait présenter un État tiers. Il s'ensuit que ce procédé se rapproche de la position adoptée par la Cour en matière de délimitation des frontières maritimes. En effet, en présence d'un État tiers dans la zone de délimitation de la frontière maritime de deux États, la Cour internationale de justice se limite à indiquer la direction générale de la ligne de délimitation sans fixer un point triple. C'est ainsi que dans le différend ayant opposé le Cameroun et le Nigeria, après avoir fixé la ligne de délimitation maritime entre les points G et X au moyen d'une ligne d'équidistance, la Cour devait souligner que cette ligne d'équidistance se poursuivra vers le sud. À cet égard, la Cour relevera que la ligne tracée ne saurait toutefois se poursuivre très au large. La Cour a déjà déclaré qu'elle ne pouvait pas prendre de décision qui puisse affecter les droits de la Guinée équatoriale, qui n'est pas partie à l'instance. Dans ces circonstances, la Cour ne s'estime pas en mesure de faire plus qu'indiquer à partir du point X, la direction générale de la limite des zones maritimes relevant de chacune des parties. En la matière, la position de la Cour s'expliquait par la distinction qu'elle avait faite entre les délimitations des frontières maritimes et celles concernant les frontières terrestres. Pour la Cour, il s'agit de deux domaines distincts de droit, auxquels s'appliquent des considérations et des facteurs différents. Précisément, selon la Cour, en matière de délimitation maritime, la protection offerte par l'article 59 de son statut ne constitue pas une protection suffisante pour l'État tiers dont les droits et intérêts seraient affectés par le règlement du différend à l'égard duquel il n'est pas partie. Il en résulte que la Cour ne saurait procéder à la fixation de tripoints à l'occasion de différends relatifs à la délimitation. Cette position avait déjà été celle adoptée par le tribunal arbitral dans le différend entre la France et le Royaume-Uni. En effet, le tribunal arbitral avait clairement précisé qu'il n'était pas appelé à statuer sur le tripoint de la frontière entre la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est la même position qui a été reprise par d'autres tribunaux arbitraux, ainsi que par le Tribunal international du droit de la mer. En définitive, dès lors que cette pratique est également admise en matière de délimitation des frontières terrestres, il s'ensuit que la distinction faite par la Cour internationale de justice entre les frontières terrestres et les frontières maritimes perd de sa pertinence. C. La DEMARCATION de la FRONTIERE. La notion de démarcation renvoie à la fixation matérielle de la ligne de frontière. Ainsi, après avoir délimité leurs frontières, les États parties recourent, dans une seconde étape, à la démarcation de ladite frontière. Dans ce cadre,
La démarcation constitue la phase pratique consistant à traduire ou à représenter sur le terrain la frontière délimitée. Aussi, à cet effet, la démarcation a-t-elle été comprise comme l'opération technique d'exécution qui reporte sur le sol les termes d'une délimitation établie. De ce point de vue, la démarcation correspond à la phase technique au cours de laquelle le tracé de la frontière est exécuté sur le terrain. C'est par conséquent la phase de la concrétisation physique de la frontière. La démarcation de la frontière s'épuise donc avec l'abornement. Il convient de noter que dans le différend ayant opposé le Cameroun et le Nigeria, la Cour internationale de justice avait considéré que la démarcation de la frontière se réduisait à son abornement. Selon la Cour, en effet, la démarcation d'une frontière qui présuppose la délimitation préalable de celle-ci consiste en son abornement sur le terrain. Cette assimilation entre démarcation et abornement ne paraît pas satisfaisante. En effet, si la démarcation peut se traduire par l'abornement de la frontière, il arrive cependant que les deux opérations correspondent à des phases distinctes de la matérialisation de la frontière. Tel a été le cas en l'affaire de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La commission chargée de la délimitation et de la démarcation de la frontière entre les deux États avait procédé à la démarcation de cette frontière au moyen d'une déclaration en date du 27 novembre 2006. En effet, après avoir procédé à la démarcation de la frontière orientale entre l'Éthiopie et l'Érythrée et à l'identification des points d'emplacement des bornes de cette frontière, la commission chargée de cette démarcation allait changer de procédure de démarcation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.